Cette Et conférence va maintenant être enregistrée. voilà, bon, bah, la conférence est enregistrée, elle sera disponible en replay. Alors, avant toute chose, je voulais vous remercier, vous tous qui êtes présents là et qui êtes encore en train d'arriver, parce que vous avez préféré venir m'écouter plutôt que d'aller dans une terrasse boire un demi. Alors bon, j'aurais bien aimé être avec vous aussi, mais encore un peu de patience, on va y arriver. Et encore une fois, merci à vous d'être restés présents pour cette visioconférence, donc organisée avec et pour le Musée français de la brasserie. Donc, je vous propose qu'on fasse un petit tour d'horizon en se posant la question de va-t-on vers un retour de la consigne en brasserie? Alors, pour commencer, évidemment, nous allons aller voir ce qui se passe au niveau réglementaire, parce que c'est là où se trouve le centre de la question, vu tous les événements qui sont arrivés ces jours derniers. Alors, ne vous effrayez pas quand vous voyez ce document là sous les yeux. Il est juste là pour rappeler que le secteur de l'emballage est le premier secteur industriel qui a bénéficié en 1994 d'une réglementation relative à la minimisation des impacts environnementaux. Donc, c'est la fameuse directive 94-62 CE qui a été retranscrite dans le droit français dans un décret qui est de l'année 98-638. Ce qu'on retiendra de ce petit schéma, c'est que normalement, excusez-moi, les emballages que vous utilisez pour mettre vos produits sur le marché doivent absolument être conformes à l'ensemble des items qui sont définis ici et qui vous renvoient à chaque fois à une norme. Nous, on va regarder aujourd'hui deux choses. Les emballages qui sont conçus pour la réutilisation et ce qui n'est pas conçu pour la réutilisation, sachant que dans les deux cas, quand un emballage qui a été utilisé plusieurs fois pour être réutilisé arrive en fin de vie, eh bien, il sera comme l'emballage non conçu pour la réutilisation. Il faudra assurer sa fin de vie avec soit une valorisation matière, une valorisation organique et de biocompostage ou l'incinération avec récupération d'énergie. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce fameux emballage qui va faciliter la réutilisation. Donc, consécutivement à cette directive retranscrite dans le droit français, on nous dit, nous, utilisateurs d'emballage, que pour avoir un emballage réutilisable, il doit être conforme à une norme européenne qui est celle qui a le numéro 13 429. On retiendra de cette norme, d'une part, qu'elle utilise le mot réutilisation et d'autre part, qu'elle définit que la réutilisation, c'est l'opération par laquelle un emballage qui a été conçu et créé pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie un nombre maximal de trajets ou de rotations est rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu. Donc tout le mot-clé est là, un usage identique à celui pour lequel il a été conçu. C'est intéressant de voir qu'on parle de réutilisation parce que si on s'amuse à aller regarder le code de l'environnement français, eh ben on s'aperçoit que pour définir la même chose, le code de l'environnement ne parle pas de réutilisation, mais vous le voyez, de réemploi. Alors qu'il dit réutilisation quand on veut utiliser un emballage qui est devenu un déchet. Bon, vous avez compris que même dans la réglementation, on n'est pas toujours d'accord sur les termes qu'on va utiliser pour définir les choses. On retiendra encore une fois que réemploi, réutilisation vont être les mêmes mots du moment qu'on respecte cette norme 13 429 et vous allez le voir, les décrets et les lois qui sont en train de sortir font toujours référence à réutilisation et ou réemploi. Alors, pour définir un peu plus ce que c'est qu'un emballage réutilisable, vous avez ici quelques exemples. Bon, soit on est dans un circuit fermé, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble d'industriels qui vont utiliser les mêmes emballages, qui vont tourner entre eux. C'est l'exemple typique du secteur automobile, où les gens, par exemple, qui font les optiques de phare, livrent ces optiques de phare chez Renault ou Peugeot ou ailleurs, dans les caisses navettes et les constructeurs automobiles renvoient ces caisses vides à la sous-traitance pour de nouvelles commandes. Donc c'est un circuit dit fermé qui est normalisé dans l'automobile. Il y a longtemps qu'ils ont déjà normalisé tout ça, eux.
Il y a par contre ce qu'on appelle le circuit ouvert où il n'y a pas un utilisateur en particulier, mais tous les utilisateurs possibles qui, à un moment ou à un autre, vont utiliser cet emballage. Et c'est typiquement le cas de la palette. Cette palette, vous adhérez à un système qui est un pool, et puis vous allez, en fonction du nombre de palettes que vous utilisez dans l'année, et vous allez utiliser la palette qu'on vous livre, et vous l'abandonnez quand vous n'en avez plus besoin, entre guillemets, le système s'occupera de récupérer cette palette pour la remettre entre les mains d'un autre utilisateur. Donc, système ouvert. Le dernier exemple, qui est un peu marginal, c'est ce qu'on appelle le circuit combiné, où l'emballage qui va être récupéré, entre guillemets, par l'utilisateur final, qui est souvent le consommateur, va pouvoir être rempli par un autre produit que celui pour lequel on avait conçu cet emballage. C'est typiquement le cas du pot de moutarde. Dans tous les cas, quand vous mettez en place un système de réutilisation des emballages, votre système devra être conforme à une autre réglementation, une autre norme, qui est la norme 13 427, dont on retiendra surtout qu'il faut préserver les conditions d'hygiène et de sécurité pour le consommateur avec cet emballage réutilisable. Alors, exemple, comme je le disais tout à l'heure, de la fameuse palette, là, la palette Euro, Europe ou Europalette, elle est normalisée pour le monde entier d'ailleurs. Ah oui, c'est quand même mieux qu'en dimension, elle puisse rentrer dans tous les camions du monde et dans tous les wagons du monde. Donc, elle a une espérance de vie en moyenne de 8 ans. Il y a des poules qui vont gérer ces palettes pour les réparer si elles sont en bois ou les désinfecter si c'est nécessaire pour certaines industries. On parle de la palette rouge, on parle de la palette verte, il y en a plusieurs. Tout ça étant sous contrôle d'organismes agréés qui vont vérifier que l'emballage en question sont bien conformes à l'usage que l'on veut en faire. Et on a fait un service qui fonctionne, un échange qui fonctionne un pour un. Donc, vous prenez une palette, vous la redonnez, voilà comment ça fonctionne. Par contre, des fois, il y a des abus de langage qui vont, par exemple, des gens qui disent moi j'ai une bouteille d'eau et puis je vais aller chez le caviste. S'ils vendent du vin en vrac, je vais pouvoir aller remplir ma bouteille d'eau avec ce vin et j'ai un emballage réutilisable. Non, il n'avait pas été conçu à la base pour y mettre du vin, donc c'est un abus de langage. Bon, voilà. L'important, c'est que de toute façon, au niveau de ce que vous mettez sur le marché, vous ayez toujours un emballage qui a été conçu pour l'usage que vous allez en faire, réutilisable, remplissable. Alors, dans les abus de langage, je vais juste terminer avec cet exemple, on parle aussi d'emballage réutilisable avec ses composants de ces emballages. Vous voyez ici, Veuve Clicquot qui nous avait habitués chaque Noël à nous proposer un étui un peu spécial qui protège la bouteille, bien sûr. Bon, l'étui est là pour protéger la bouteille, mais dans ces séries limitées, cet emballage s'est transformé en seau à glace et vous voyez que quelques années après, on a utilisé du néoprène pour faire habiller cette bouteille et qui du coup nous donne un emballage isotherme. Ici, ce canister en carton a été transformé en range CD. Donc on peut pas dire que la composante d'emballage là avait été conçue pour ça. Ça avait été conçu à la base quand même pour protéger l'emballage et le produit. Donc en fait, on va plutôt, moi je préfère parler dans ces cas-là de seconde vie. Mais peu importe, c'est pas ça l'important. Encore une fois, l'important c'est de voir ce que l'on vous propose aujourd'hui sur le marché. Alors j'ai questionné bien sûr Veralia, qui est quand même un des gros fournisseurs de bouteilles sur le marché français. Et Veralia dit, oui, nous proposons des bouteilles réemployables. C'est le mot qu'ils ont textuellement utilisé. Et ils nous disent, bien sûr, comme la réglementation le dit, que cette bouteille a été conçue et réalisée pour pouvoir subir plusieurs rotations. Elle est plus lourde parce qu'elle est plus épaisse, et elle est plus épaisse parce qu'on l'a renforcée aux zones de fragilité, et on l'aura d'autant plus renforcée qu'elle contiendra un produit carbonaté, comme le cas de notre bière, bien évidemment. Donc, Veralia dit, tout ça, c'est des emballages employables, respectent un cahier des charges et on contrôle par des tests quelle est apte au réemploi.
Ce qui est intéressant à souligner ici, compte tenu de cette aptitude au réemploi et de ce que propose le verrier, c'est de signaler que d'une façon générale, quand la bouteille est transférée à un conditionneur, eh bien, en même temps qu'on transfère la bouteille, on transfère la responsabilité en cas de problème. C'est-à-dire que si par malchance votre bouteille explose et qu'elle blesse quelqu'un, c'est pas le fabricant qui en est responsable, c'est l'embouteilleur. Donc, cette responsabilité est d'autant plus importante dans la réutilisation, le réemploi des bouteilles. Si on s'amuse, entre guillemets, à récupérer des bouteilles de verre perdu plus allégées, moins solides, pour en utiliser, les utiliser en réutilisation, eh bien, et qu'il y a un problème, là, on a une double responsabilité quelque part. Hein. Donc, Veralia engage tous les utilisateurs, hein, les embouteilleurs, à vérifier que chaque fois que leur bouteille revienne, elle n'ait pas été abîmée, trop fragilisée. Et Veralia dit attention, les contrôles à l'œil nu ne sont pas suffisants. On peut avoir du scuffing, on peut avoir une micro-rayure qu'on ne voit pas forcément, qui va fragiliser la bouteille et qui peut provoquer des incidents par la suite. On voit bien aussi ce que dit Veralia, contrairement à ce qu'on peut lire dans la littérature, hein, que le verrier n'est pas en état de vous garantir un nombre de rotations avec la bouteille qu'il va vous fournir. Il dit bien sûr que ça va dépendre du modèle, bien évidemment, de son poids, bien évidemment, mais ça va surtout dépendre du circuit logistique que va subir votre emballage. Plus la bouteille sera choquée, plus elle sera frottée et plus elle risque d'être fragilisée et d'avoir une durée de vie réduite. Donc, voilà, pour ce qui est de cet emballage que Veralia vous propose, alors je n'ai pas d'action chez eux, hein, ils vous les proposent sur leur catalogue. Ils disent qu'on peut avoir des petites quantités livrées à la palette. Je ne sais pas si c'est 400 ou 700, 400 bouteilles, je ne sais pas exactement. Moi, je leur ai demandé des prix. Bien évidemment, dans ces cas-là, on vous répond toujours, ça dépend de la quantité. Bon, si on regarde sur Internet, hein, vous avez des sites marchands qui vous proposent ces bouteilles remplissables presque à l'unité, par lot de 20, de 30 ou de 40. Hein. On voit qu'une Steny pour un bouchage couronne de 26 est vendue à peu près 32 € et qu'une bouteille pour un bouchon mécanique est vendue aux environs de 60 €. Donc, voilà, ce qui donne un ordre de prix. Ça sera intéressant de garder cette notion-là en tête par rapport à ce qu'on va voir tout à l'heure quand on va réutiliser des emballages. Bon, une dernière, deuxième définition, la notion de recyclable. Notre emballage réutilisable, il aura une fin de vie, il devra être recyclable. Recyclable en France et en Europe, ça veut dire qu'il y a une filière de recyclage qui fonctionne derrière. Bon, dans le cas du verre, on n'a pas de souci, ça fonctionne. Je suis désolée, bien sûr, vous le savez certainement, ce point vert ne signifie pas que l'emballage est recyclable. Hein. Il va d'ailleurs disparaître dans les mois à venir. Ça signifie que vous, metteurs en marché, vous avez acquitté une éco-contribution à un éco-organisme qui, dans le cadre de la REP, hein, donc la responsabilité élargie du producteur, va se charger pour vous pour récupérer l'emballage vide pour qu'il rentre dans une filière de tri et de recyclage. Ce qui est intéressant à noter, vous voyez l'innovation de Heineken, grâce à l'impression numérique, il a même imprimé sur les capsules en métal qu'elles sont recyclables. Et oui, bien sûr. Bon, alors j'attire tout de suite votre attention sur quelque chose que n'aiment pas du tout les verriers. C'est le bouchon mécanique en porcelaine. Celui-ci, il l'appelle la gale du verrier. C'est un infusible qui, s'il est mélangé dans le calcin, hein, le verre recyclé, va provoquer la prise en masse du verre dans le four de fusion. La meilleure preuve que les verriers n'aiment pas ça, c'est que quand vous payez votre éco-contribution à Citeo, vous avez un malus hein, du fait qu'on utilise ce bouchon mécanique en céramique. Alors, il existe de plus en plus hein, d'alternatives en plastique. Ça reste à suivre, bien évidemment. Bonjour. Quel est l'intérêt du recyclage? On voit bien qu'on utilise du sable. On économise du sable. Alors, ça peut faire rire, mais le sable pour fabriquer des bouteilles, c'est pas du sable ordinaire. Hein.
Une conférence sur le on a, verre. excusez-moi, il y a quelqu'un qui posait une question, non? Non, c'est un bruit de fond. Donc ce sable, il est d'une qualité particulière. La meilleure preuve, hein, c'est qu'en Suisse, il n'y a pas de sablière. Et ben, ils fabriquent les bouteilles en verre 100% avec du 100% verre recyclé. Bon, on verra que on a surtout l'intérêt à recycler le verre hein, sous forme de calcin parce que on diminue les rejets enfin les émissions de gaz à effet de serre. Donc on économise entre guillemets 0,5 équivalent de CO2. Dernière définition qui nous intéresse, c'est celle de la consigne. La consigne, c'est une somme supplémentaire payée par le consommateur au moment où il achète un emballage rempli. Cette somme lui sera restituée quand il rapportera l'emballage au point de collecte. Aujourd'hui, on va le voir, la consigne est associée à deux objectifs, soit pour réemployer et réutiliser l'emballage vide, soit pour favoriser le recyclage matière, la consignation ayant comme intérêt là de mutualiser les flux, hein, d'en faire des flux plus importants et un recyclage qui sera d'autant plus facile à mettre en œuvre. C'est d'autant plus intéressant cette notion qu'à la base, la consigne, c'est une notion fiscale. Et vous voyez que dans le Code général des impôts, on fait bien la différence entre les emballages non récupérables à usage unique, hein, qui sont inclus dans les stocks de l'entreprise, tandis que les emballages récupérables qui font l'objet d'une consigne, ceux-là, normalement, sont des immobilisations. Alors, ce qui est gênant, c'est si votre emballage est parfaitement identifié, tel un gros fût, on va pouvoir effectivement suivre ces immobilisations. Mais dans le cas d'une bouteille, la bouteille n'est pas marquée. Donc, on n'a pas de traçabilité sur nos bouteilles. Donc, l'État et le Code des impôts vous disent que dans ces cas-là, cette bouteille en particulier, réutilisable, va être considérée comme faisant partie des stocks. Voilà pour les définitions. Tout ça nous amène à la réglementation qui date de l'année dernière. Tout ça a démarré en 2019 avec la FREC, c'est la feuille de route de l'économie circulaire, portée par Madame Brune Poisson au ministère de la Transition énergétique écologique, avec l'idée de créer une loi pour lutter contre le gaspillage et pour l'économie circulaire. Donc, ce projet de loi préconisait en particulier, il y a eu bien d'autres choses, mais préconisait en particulier la mise en place de la consigne des emballages en vue de leur réemploi et ou de leur recyclage. À la base, ce projet de loi était surtout destiné aux emballages en plastique. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a presque un plastique bashing partout. Il y a beaucoup d'ONG qui nous disent qu'il faut arrêter d'utiliser du plastique parce qu'on le retrouve dans la mer. Bon, ici, vous voyez que d'ailleurs, il y avait beaucoup de gens qui se sont engagés là-dessus en proposant des automates hein, qui mis sur les parkings des supermarchés permettaient de récupérer ces emballages en plastique, en échange de quoi il y avait une gratification donnée aux consommateurs, des gifts qu'on leur donne ou un bon d'achat dans le magasin en question. Donc, à la base, c'était ça, le fameux projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et pour l'économie circulaire. Quand ce projet de loi est arrivé au Sénat, ça a été un tollé général. Pourquoi? Parce que les sénateurs questionnent les élus locaux. Or, les élus locaux, c'est vous-même qui, eux, voyaient qu'une partie du gisement des déchets pour lequel ils ont mis en place les collectes sélectives et déchets qui, une fois triés, sont revendus aux recycleurs et constituent une partie quand même de ressources pour les collectivités territoriales, eh bien, ces élus voyaient que du coup, une partie de ces emballages en plastique et en verre allait échapper à des systèmes qui fonctionnent et qui sont mis en place dans nos 36 000 communes de France. Donc, du coup, le Sénat a retoqué ce projet de loi et a fait modifier les articles. Et à la suite de ce projet, donc, eh bien, on a
une réglementation qui dit que la France doit se doter d'une trajectoire nationale qui va viser à augmenter la part des emballages réemployés, réutilisés, mis sur le marché par rapport aux emballages à usage unique, de manière à atteindre, nous dit-on, 2 étapes. Une première étape en 2023, où on devrait avoir sur le marché 5% d'emballages réutilisés, réemployés, et on parle d'emballage en verre comme d'emballage en plastique, hein, et une deuxième étape qui est prévue pour 2027, qui dit que là, on devra atteindre 10% d'emballages réemployés sur le marché français. Avec derrière cette loi qui dit, on prendra un décret derrière pour fixer les conditions d'application de tout ceci selon les matériaux d'emballage, selon les secteurs, donc c'est-à-dire les produits qui vont être contenus dans ces emballages, et de façon à maintenir une marge de progression pour chaque secteur, tout en préservant l'environnement et les impératifs d'hygiène et de sécurité des consommateurs. Bon, moi j'appelle ça un petit peu faire marche arrière, sauf qu'on a là 2 étapes qui sont devant nous. Sachant que la même loi qui s'appelle l'AGEC aujourd'hui, elle préconise que les éco-organismes, donc en France Citeo, Adelph et un nouvel éco-organisme qui est en train de se créer qui s'appelle l'ECO, cette loi dit que ces éco-organismes seront en mesure de créer des fonds dédiés au financement du réemploi et de la réutilisation et que ces mêmes éco-organismes seront à même, en début d'année prochaine, de fixer les gammes standards des emballages réutilisables dans le secteur de la restauration et des boissons. Alors, c'est là où, du coup, moi, je souhaite bon courage aux juristes parce qu'il y a un vrai embroglio, là. Jamais jusqu'à présent, les éco-organismes n'ont édicté des normes et des standards en matière d'emballage. Ils édictent des méthodologies pour éco-concevoir, bien sûr, c'est leur rôle. Et jamais non plus jusqu'à présent, ces éco-organismes n'ont financé quoi que ce soit en matière d'emballage. Donc, on va se trouver dans quelque chose d'un peu compliqué et je laisse là les juristes faire la part des choses. Dans cette opération, on ne sait pas trop si c'est une opération technique ou financière et si elle va relever du droit privé ou administratif. Mais la loi a été votée le 10 février 2020. Donc, on a normalement devant nous 2 étapes, 2023-2027. Sauf que du coup, on a derrière, cette année, un nouveau projet de loi qui s'appelle projet de loi portant sur la lutte contre le dérèglement climatique et ses effets. Et on prend un raccourci pour appeler cette loi climat et résilience. Et ce projet de loi est, vous le savez, consécutif à la Convention citoyenne, où il y a à peu près 300 recommandations qui ont été édictées par des citoyens lambda. Bon, ce projet de loi a été soumis normalement, bien sûr, au Conseil d'État et qui, là, s'est prononcé aussi de nouveau, et non pas en février 2020, mais 2021, il faut que je corrige ça, et qui a soulevé cette, comment dire, incompréhension qu'il y avait entre cette loi qui dit on va rendre obligatoire la consigne pour les emballages en verre de façon à pouvoir les réemployer, les réutiliser à partir de 2025, alors que de l'autre côté, la loi AGEC, elle dit 2023-2027. Bon, alors on fait quoi? Le Conseil d'État suggère que cette loi soit beaucoup plus claire, qu'elle ne retienne comme date effective de mise en place du système que à partir du 1er janvier 2025 et à condition que cette mesure permette d'atteindre des objectifs nationaux et européens de prévention des déchets, puisque ces objectifs quantitatifs nous viennent de Bruxelles, et sous réserve que le bilan environnemental global soit positif. Bon, voilà, cette loi, elle continue son chemin. Elle a été présentée le 10 février dernier au Parlement, qui l'a votée en procédure accélérée, en disant effectivement, mieux vaudrait prendre 2025 comme date de mise en œuvre de cette loi. Donc, elle corrigerait la loi AGEC précédente et elle concernerait effectivement les emballages en verre,
lavables, réutilisables et avec la généralisation à partir de janvier 2025, pardon. Bon, ben voilà, cette loi, là encore une fois, comme je vous dis, suit son chemin. Elle va être présentée, elle est présentée actuellement au Sénat, qui est en train de l'analyser, qui a lancé une consultation pour permettre aux sénateurs en charge de l'examen de ce texte de mieux identifier les attentes et les remarques des élus. Voilà. Bon, par ailleurs, petite chose entre-temps, vous l'avez su aussi, le 10 mai dernier, hein, donc c'est très récent, le Sénat a adopté, et donc cette loi, ce projet de loi est totalement adopté par Parlement et Sénat. C'est ces projets de loi qui permettent la modification de l'article 1er de notre Constitution nationale pour y intégrer la notion de préservation de l'environnement. Hein. Donc les choses bougent énormément en matière de prise en charge des impacts environnementaux en général et en particulier pour notre emballage. Bon, ben, je vous dirai à suivre. Hein, cette loi, elle va passer en juin devant le Sénat. Que vont-ils dire? Encore une fois, nos élus qui gèrent les containers à verre hein, qui sont au coin de nos rues ou qui gèrent les poubelles jaunes dans lesquelles certaines municipalités vous autorisent à mettre les bouteilles en verre. Que vont-ils dire si on dit 2025, eh bien, il y a une partie de ce flux de déchets qui va partir, enfin, qui n'apparaîtra plus. Alors, vous me direz que le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas, mais d'un point de vue politique, on n'a pas forcément les mêmes idées que nous, les techniciens. Hein. Voilà, pour ce qui est de la réglementation, donc ça reste vraiment à suivre hein, et savoir surtout si la loi AGEC, qui a à peine vécu, hein, qui a à peine un an, ben, elle va déjà tomber dans les oubliettes parce que comme dans une pelure, comme les oignons, on va rajouter une couche là-dessus et on va passer à autre chose. Alors, qu'en est-il de cette consigne, nous, en France? Ben, vous voyez que cette consigne en France, elle s'est développée tardivement, à peu près durant la première moitié du XXe siècle, mais que très vite, à partir de 1960, et le développement du libre-service en France, hein, on a quasiment basculé de l'emballage consigné à l'emballage perdu ou one-way, à usage unique, qui bien sûr reste recyclable. Hein. Mais néanmoins, il reste toujours en France une obligation de consignation des emballages en restauration hors foyer et café, hôtel, restaurant. Ça concerne les fûts métalliques, dont la durée de vie moyenne est d'environ 15 ans, nous dit-on, avec un taux de rodation de 1 à 2 fois par an. C'est le cas des bouteilles en verre aussi, dont environ presque 250 millions de bouteilles passent entre les mains de la RHF et du CHR. Et on voit que sur les bouteilles en verre destinées à ces secteurs, pour la bière, il y a 78% de ces emballages qui sont réutilisables. C'est un dispositif réglementaire. Les taux de consignation ont été fixés en accord avec les partenaires. Moi, je rajouterais surtout à la base que cette obligation de consignation, elle était voulue pour le fisc. Ça permettait de vérifier, hein, puisque ces emballages en verre consignés ne sont pas présents pour l'instant en grande distribution, eh bien, ça permettait de vérifier le chiffre d'affaires réalisé par les cafés, hôtels, restaurants en relation avec le nombre d'emballages de ce genre qu'ils avaient achetés. Donc, ça reste valable en café, hôtel, restaurant. Ces taux de consignation sont là. Je ne crois pas qu'ils aient évolué hein, depuis 2002 et je pense que et je ne pense pas qu'ils risquent d'évoluer. Encore une fois, c'est à moins que la loi qui va favoriser le recyclage ne permette de diminuer ça. Et pour l'instant, voilà ce barème. Alors, hors de France, il y a des pays hein, qui ont largement implanté la consigne bien avant nous. Et c'est intéressant surtout de regarder l'Allemagne, hein, qu'on nous cite toujours comme utilisant des emballages consignés, en particulier pour la bière. Ben oui, mais pourquoi? C'est parce que quand à Bruxelles, on discutait de cette fameuse directive 94-62-CE, je vous signale qu'on a mis 4 ans hein, pour mettre tous les pays d'accord. Et encore, on devait être que 14 pays à ce moment-là. Hein.
parce que l'Europe du Nord est plus écologiste, l'Europe du Sud, dans lequel nous, Français, nous nous trouvons, est moins écolo, était plus pour l'emballage recyclable, alors que le Nord de l'Europe était pour la consigne. Donc, vous voyez qu'en 91, il y avait une loi, une ordonnance en Allemagne, qu'on appelle l'ordonnance Stopfer, qui disait que 75% des emballages pour boissons devaient être consignés. Ça n'a pas beaucoup changé, si ce n'est que en 2003, ils ont intégré la consignation des bouteilles plastiques et pas seulement des emballages en verre. Donc voilà un exemple en Allemagne, comment ça se passe. Il y a un opérateur qui gère tout le système et les bouteilles de bière sont consignées à 8 centimes, les bouteilles de bière en verre sont consignées à 8 centimes, les bouteilles pour l'eau en verre sont à 15 centimes. Vous voyez bien sûr que les bouteilles en plastique pour boissons sont consignées plus cher. Ben oui, l'idée ici est de favoriser le recyclage. C'est le matériau qui pêche dans toute l'Europe et le monde entier, qui n'atteint pas des taux de recyclage suffisants. Alors, ce qui est intéressant, alors bien sûr, les casiers aussi restent toujours consignés. Et ce qui est intéressant, c'est ça. C'est où que vous achetiez votre bouteille de boisson et de bière en particulier, sur votre ticket de caisse, vous allez retrouver la mention qui indique qu'il y a présence d'une consigne ou Einwegflasche, qui veut dire emballage à usage unique, qui indique qu'il n'y a pas de consigne. Ça veut dire que les étiquettes de ces bouteilles portent une mention qui permet de savoir que l'on a affaire à une bouteille consignée ou pas. Alors, pourquoi c'est comme ça en Allemagne? Il y a deux choses quand même. D'abord, il y a un standard de bouteille beaucoup plus développé en Allemagne que chez nous. Pour les petits producteurs, entre guillemets, les producteurs moyens, et c'est valable pour les boissons gazeuses, le cidre, les sodas. Et donc, c'est un système ouvert, du coup, un peu comme la palette. C'est plus facile de récupérer, de réemployer ces emballages dans l'ensemble du pays, sans leur faire subir des transports très lointains. Et puis, historiquement, en 91, c'était comme ça. On avait une industrie brassicole qui était beaucoup plus éclatée que ce qu'on avait en France. Nous, à ce moment-là, on avait des leaders et il n'y avait pas de microbrasserie. Aujourd'hui, le phénomène est inversé. On a de nouveau une industrialisation, entre guillemets, en tout cas, un nombre de brasseurs beaucoup plus important en France qu'on avait, et donc une couverture possible du pays plus importante par ses producteurs. Voilà donc le tour d'horizon sur la consigne. Mais, on peut se rendre compte que depuis 2-3 ans, il y a beaucoup d'initiatives qui se font jour et qui peuvent être intéressantes. D'abord, à destination du consommateur en direct, pour lui permettre d'accéder à de la bière sous pression. Il y a des initiatives qui ont fait flop tout de suite, ça malheureusement, parce que la difficulté, c'était de trouver les recharges en magasin de proximité. À côté, vous avez quelque chose qui est assez nouveau. C'est une société qui émane d'une autre société qui s'appelle Bout à Bout. Et cette société-là, SoFood, vous propose de vous fournir en fût en acier inox, récupéré entre guillemets, lavé, désinfecté et prêt à l'emploi dans vos brasseries. Donc, c'est quelque chose d'assez nouveau. À chaque fois que je cite quelque chose, je vous mets le site internet pour que vous puissiez aller vous renseigner. Alors, dans le café, hôtel, restaurant, Heineken, il y a 2-3 ans, s'est dit, tiens, on va essayer de faire en sorte de favoriser tout ça, mais tout en donnant une image de marque aux consignés et aux réutilisables qui soit plus noble. Et il a sorti la bouteille Fobo, Forwardable Bottle. Donc, vous voyez qu'elle a un design un peu différent et c'est surtout la caisse de collecte qui est là, qui a été très designée et qui s'intègre bien dans le mobilier des cafés, hôtels, restaurants auxquels elle est proposée, cette bouteille. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de la voir, et peut-être vous-même l'avez-vous déjà vue. Alors, cette consigne, elle a toujours été une tradition quelque part quand même dans le nord de la France et en Alsace. Et en particulier, la brasserie Météor fonctionne toujours avec des bouteilles consignées. Et Météor nous dit, il y a dans l'Alsace, si on inclut un peu la Moselle et puis un petit peu la Franche-Comté, je crois, environ 400 points de vente et de déconsignation de ces bouteilles.
Une centaine de ces points sont équipés de machines automatiques qui vont permettre de déconsigner en libre service. Mais il y en a 16, paraît-il, directement à Strasbourg. Mais vous avez aussi des épiceries qui vont récupérer les grandes bouteilles Météor et Cronenbourg en échange d'un bon d'achat que le consommateur va déduire de ses courses en passage en caisse. Voilà ce que nous dit Météor, prix moyen de la consigne, 10 centimes d'euros pour une canette de 33 et 55 centimes d'euros pour la bouteille Fischer. Alors, cette tradition en Alsace, elle rebondit actuellement avec le lancement d'un réseau qui s'appelle Alsace Consigne, qui est porté par Météor et aussi Carola et l'ONG Zéro Déchet à Strasbourg, avec l'idée de mutualiser les efforts pour promouvoir auprès des consommateurs et des distributeurs la notion de emballage consigné réutilisable. Alors, le e-commerce se prêterait peut-être, va-t-on voir, à l'emploi d'emballages réutilisables. Bon, il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de raison que l'emballage en e-commerce soit le même que celui qu'on trouve sur les linéaires. D'abord parce que on maîtrise un peu mieux la logistique, donc on peut mettre des emballages différents et puis on va peut-être aussi privilégier certains matériaux. Donc, cette initiative qui s'appelle Loop est née, vous le voyez, à Davos, ça fait chicos. Elle réunit aujourd'hui 25 multinationales et pour l'instant, il n'y a pas de bière. Mais vous voyez qu'il y a Coca-Cola, Pepsi-Cola, par exemple. Avec cette idée de dire, Loop, qui est la plateforme de e-commerce, va livrer chez le consommateur dans un sac de ce genre les produits dans des emballages réutilisables. Bon, vous voyez qu'ici, Evian utilise la bouteille qu'ils avaient sortie à l'occasion, pour les CHR, à l'occasion des Jeux d'Albertville. On est dans la même configuration, donc une bouteille lourde, remplissable. Et puis, il y a des gens qui ont opté pour des bouteilles spécifiques à Loop, qui prônent beaucoup l'emballage en aluminium. Alors moi, je ne connais pas le prix de revient de ces emballages, ça m'effraie un peu. Je ne sais pas au bout de combien de rotations on les amortit, mais vous voyez, le Sieur propose cette bouteille qui a une base cup, en quelque sorte, en aluminium. Donc l'objectif, Loop récupère les emballages vides en venant récupérer ce petit sac chez le consommateur en relivrant les nouvelles courses. Bon, tout ça est démarré de l'Angleterre. En France, il y a Carrefour qui le lancerait pour ses produits MDD. Je ne sais pas du tout ce que ça donne aujourd'hui, à suivre. Là aussi, il paraît que le bilan environnemental est positif, mais il n'a jamais été communiqué sur Internet. Alors, par contre, quelque chose qui est immuable, qui ne changera plus, qui ne reviendra pas en arrière, pas plus que le e-commerce d'ailleurs, qui est toujours avec une progression à 2 chiffres, depuis, et encore plus pendant la pandémie. La distribution des produits en vrac commence à être de plus en plus pour les produits liquides. Alors, la première boutique qui a vendu de la bière en vrac, c'est en Angleterre. Vous voyez ici, avec un tirage pression, en quelque sorte, qui permettait de remplir les bouteilles qu'apportaient les consommateurs ou qui étaient vendues sur place. Alors, je crois que cette boutique a fermé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit en tirer comme conclusion. Par contre, arrive en France Jean Bouteille, qui, lui, a déjà équipé beaucoup de supermarchés, de stations de remplissage, de bouteilles re-remplies avec des liquides plats comme du vin ou de l'huile. Et voilà Jean Bouteille qui arrive avec de la bière. Il propose une fontaine qui s'appelle Houblong, vous la voyez là, sur le comptoir. Elle possède une protection en plastique que le consommateur doit ouvrir quand il s'est saisi de cette bouteille-là à bouchage mécanique. Vous voyez que les manos permettent de vérifier qu'on a quand même un remplissage sous pression pour préserver la carbonatation de notre boisson préférée, bien sûr. Et puis éviter, bien sûr, qu'il n'y ait des problèmes. Ça sert de cache et isole le consommateur. Alors, Jean Bouteille propose plusieurs services. D'abord, il peut laver les bouteilles et les ramener sur les lieux de vente, bien sûr. Il peut s'occuper de mettre en place dans le magasin, s'il y avait besoin, une petite laveuse dédiée. Et puis, c'est surtout qu'il a mis en place un système de traçabilité avec la possibilité
d'imprimer en même temps que l'on remplit sa bouteille une étiquette qui va permettre au passage en caisse plus tard de déconsigner, vous voyez, 15 à 25 centimes la bouteille, mais qui vont porter toutes les informations légales obligatoires. Comme le numéro de l'eau, qui fait qu'aujourd'hui, moi je m'effraie toujours de voir que dans les achats en vrac de céréales ou autres, on a perdu toutes les obligations de légal de traçabilité en particulier. Donc voilà des choses intéressantes à suivre. C'est assez nouveau. Je ne sais pas qui est le fournisseur de la bière en question. Alors, ce qu'on peut constater aussi, c'est qu'il y a le développement de plus en plus important depuis 1 an, 2 ans, de prestataires qui vont se charger de récupérer ces bouteilles, de les laver, de les contrôler et de les remettre dans les circuits en les revendant à des brasseries. Bien sûr, ces gens-là sont conscients que leur activité relève du secteur alimentaire et qu'ils sont soumis à toute la réglementation dite paquet hygiène au niveau européen, donc sécurité sanitaire, HACCP, tout ce que vous voulez. Alors, je vais vous citer quelques exemples que j'ai pu trouver sur Internet, comme Ma bouteille s'appelle Revient, que vous avez ici leur flyer pour les retrouver. Ils travaillent effectivement avec les bouteilles destinées à la brasserie. Vous avez Bout à Bout, dont on a parlé tout à l'heure, qui est en Pays de Loire. Alors, beaucoup de ces installations démarraient à l'habitat au départ avec des bouteilles destinées au vin. Et comme ils ont des capacités de lavage, eh bien, ils passent de plus en plus aussi de bouteilles pour la bière. Enfin, c'est en tout cas la stratégie que certains ont décidé de mettre en place. Usage, qui est la dernière qui a été inaugurée à Grand Flonflon il y a quelques mois là par Madame Pompili, là, donc la ministre de la Transition, et qui nous dit qu'ils vont pouvoir de cette façon laver un certain nombre de bouteilles de capacité de 25 centilitres à 1 litre, avec des machines. Alors, ils ne font pas que la bouteille, c'est tous les restituants qui vont servir dans la restauration au foyer, les barquettes et autres plateaux qui ne nous concernent pas, nous. Mais vous voyez bien à côté qu'on a une bouteille par aspersion, immersion qui nous concerne bien. Alors, Usage dit qu'ils vont créer 7 autres centres dans toute la France, à Lille, Strasbourg, Rennes, Lyon, Bordeaux, Toulouse et Marseille. J'ose espérer qu'ils auront fait leur étude de marché parce que je suis en train de vous citer un certain nombre d'initiatives qui fonctionnent déjà, dont Strasbourg, dont on vient de parler là. Donc, je ne vois pas très bien l'intérêt d'aller remettre encore en route une autre installation. Mais bon, ça, cette conclusion n'engage que moi. Alors, je remercie Madame Sophie Graziani. Je ne sais pas si elle est avec nous là, parce que c'est elle qui nous a signalé la création de Aussi Consigne, qui s'engage aussi en tant que prestataire, vous le voyez, pour le lavage, le contrôle des bouteilles destinées aux brasseurs en particulier. Merci de sa part de nous avoir transmis ce document. Voilà, je crois qu'elle est présente là, elle nous en dira peut-être plus tout à l'heure. Un autre prestataire qui à la base était effectivement dans le vin aussi et qui a une capacité importante disponible, c'est Écoscience en Provence qui du coup va nouer des partenariats avec les brasseries locales pour pouvoir laver ces bouteilles. Écosilion démarre aussi une activité, mais en vous proposant non seulement de laver les bouteilles, mais de les sécher après le lavage, de façon à ce qu'elles ne soient pas propices à un développement de bactéries portées par des gouttes d'eau résiduelles. Moi, j'aurais plutôt parlé de moisissures dans ces cas-là, mais bon. Voilà, donc là, c'est une proposition de Cosilion. On peut citer quand même la société Chevaux qui appartient au réseau d'emballage Reconcile, qui est certainement la société la plus ancienne. Et vous l'avez compris, compte tenu de les zones d'implantation qui sont Bordeaux, Mâcon et Beaune, qui étaient à la base initialement tournées vers le vin, mais qui trouve son activité aussi un peu pour la brasserie. Donc, il existe aujourd'hui un réseau consigne
hein, qui peut fédérer un petit peu toutes ces initiatives, qui peut aussi aider les porteurs de projets et qui, vous le voyez, a aussi réalisé en 2020 des rencontres techniques sur la consigne et le réemploi des emballages, sachant qu'on ne parle pas que de bouteilles, hein, qu'on ne parle pas que d'emballage en verre non plus. On parle de réemploi en général de l'emballage, tous matériaux confondus. Vous trouverez là sur leur site internet un certain nombre de renseignements relatifs à ce réseau qu'ils souhaitent fédérer. Et puis, bah, j'ai gardé pour la fin quelque chose qui, moi, m'interpelle. C'est la dernière initiative de la brasserie Gallia à Pantin dans le 93, brasserie dont une part du capital appartient aujourd'hui à Heineken et qui vient d'installer au Monoprix de Montparnasse cette installation qui permet aux consommateurs d'avoir un tirage pression hein, dans ces systèmes, un peu à l'égal de ce qu'on a vu tout à l'heure avec Jean Bouteille, mais qui utilise ici comme emballage un gros l'air donc de 93 centilitres, qui fait qu'on ne peut pas mettre d'autres bouteilles hein, sur le bec pour remplir cette bouteille elle-même. Vous voyez que la consigne est à la hauteur de cet emballage particulier qui rajoute un côté très traditionnel, hein, puisqu'on parle d'une consigne à 1,50 €. Et c'est Lemon Tree qui derrière s'occupe de gérer la consigne proprement dit, quoi. Bon, qu'est-ce que ça va donner à suivre? Est-ce que d'autres distributeurs vont s'engager là-dedans? Moi, je citerai une réflexion que je me suis faite. Avec la pandémie, j'ai découvert près de chez moi une initiative de plusieurs agriculteurs et producteurs qui se sont assemblés pour faire des casiers réfrigérants hein, et qui permet d'accéder 24 heures sur 24 à des tas de produits locaux. On le sait aujourd'hui que les consommateurs sont des locavores, mais moi je trouverais très intéressant que ce genre d'installation soit placé à côté de ces casiers réfrigérants qui me permettent de découvrir des bières de petits producteurs locaux avec du remplissable, pourquoi pas. Parce que c'est vrai que très sincèrement aujourd'hui, il y a une hyper segmentation sur le marché de la brasserie qui fait que quand vous allez dans une grande surface, vous savez plus très bien quelle bière choisir. Hein. Voilà, donc ça n'engage que moi encore une fois sur cette suggestion. Alors comment fonctionnent tous ces prestataires? Qu'est-ce qu'ils vous proposent exactement comme service? À quel prix ils vous proposent tout ceci? Moi, j'ai trouvé plus intéressant d'aller demander à Clément Bonini, de la Bouteille Lorraine, hein, qui est un prestataire spécialisé pour le traitement des bouteilles de bière, de nous parler de tout ceci. Et je vais céder la parole à Clément pour qu'il nous explique un Ouais. petit peu tout ça. Vous m'entendez, c'est bon? Oui, oui. Ça marche. Bonsoir à tous. Donc oui, je vais vous parler de la Bouteille Lorraine. Donc c'est une entreprise basée dans les Vosges plus exactement, qui justement est prestataire de services de nettoyage de bouteilles, donc de contrôle puis de la logistique qui va avec. Donc qui couvre toute la Lorraine. Alors quelques infos générales, puis après on parlera justement du fonctionnement actuel et des tarifs et conditions. Donc quelques infos. Donc le début des activités, c'est relativement récent. Ça a commencé en novembre 2019, c'est-à-dire que les premières livraisons de bouteilles lavées chez le client, c'est novembre 2019. Malgré la pandémie, malgré le confinement, il y a eu un peu de retard sur 2020, mais désormais, on va dire, compte tenu de l'état actuel de la ligne de production actuelle, désormais est arrivée à son stade les capacités maximum. Donc, je peux accepter plus de clients, plus de volume, en sachant que c'est quand même limité, étant donné que j'avais dimensionné cette société, cette ligne de production, justement, pour des petits volumes, étant donné que c'est quand même au départ un projet un peu test. J'en parlerai à la fin. L'idée, c'est de pouvoir, d'ici l'année prochaine, vers le milieu de l'année prochaine, d'avoir une nouvelle machine et d'améliorer les capacités de production, notamment pour pouvoir permettre de prendre les 33 centilitres. C'est ce que je dis, voilà, c'est dans l'état actuel des choses, on le verra quand je parlerai des tarifs. C'est intéressant économiquement, principalement pour les formats au-dessus de 65 centilitres. Alors, est-ce qu'on peut passer à la slide d'après? Juste quelques compléments. Pour l'instant, je ne travaille qu'avec les brasseries. Alors, c'est pas un choix
C'est pas pour mettre les autres de côté, c'est comme vous l'avez mentionné, Madame Fredinger, c'est principalement pour des raisons techniques, c'est-à-dire la résistance de la bouteille en fait, le fait que les brasseurs avec qui je travaille, mes clients, ont en fait utilisé déjà, avant même que je me mette en place et que je commence à laver les bouteilles, ils utilisaient déjà des bouteilles réemployables de 75 centilitres qui étaient voilà, donc directement. Il n'y a pas eu besoin de faire un changement au niveau du contenant. Et voilà, oui, comme je précisais aussi, le rayon pour l'instant c'est 100 km grosso modo. Quand on part de Thermont-les-Vosges, ça fait, je monte un peu plus haut en réalité, je vais jusqu'en Meuse, au-dessus de Verdun, quoi. Donc ça, c'était juste, c'est indiqué comme ça sur le site, mais encore une fois, le rayon d'action, c'est encore une fois pour des questions économiques, c'est-à-dire au-delà de 100 km, au-delà de, on va dire de 150 km, vraiment les frais de livraison deviennent un peu rédhibitoires. Alors, juste, on va déjà passer, je vais vous parler du fonctionnement actuel. Encore une fois, le fonctionnement restera le même, quelle que soit la machine, quoi, quel que soit le cycle de production, compte tenu que ça change pas, ça change pas massivement. Déjà, tout d'abord, le ramassage des bouteilles. Alors, moi, j'ai choisi pour le ramassage des bouteilles, ça change un peu d'autres prestataires qui proposent le ramassage directement au point de vente. Moi, j'ai opté pour une option différente, c'est-à-dire que c'est les brasseries qui récupèrent les bouteilles vides au point de vente lorsqu'elles font leur livraison, quoi. Et moi, je ne traite qu'avec le brasseur, quoi, qu'avec le producteur, en allant chercher directement en palox, quoi. Donc ouais, c'est vrai que c'est moins stylé que les casiers que vous nous montrez, mais au moins ça permet de vraiment amortir tout ce qui est frais de livraison, compte tenu qu'à chaque fois qu'il y a ramassage, l'idée c'est de faire la livraison et le ramassage en même temps. On en reviendra dessus à la fin. J'avais fait quelques tests, voilà, j'avais mis en place un peu un réseau de retour où c'est la bouteille Lorraine qui allait chercher directement les bouteilles en point de vente. Il se trouve que c'est économiquement non viable et ça pose tout un tas de problèmes. Donc la solution retenue, c'est vraiment les brasseurs récupèrent les bouteilles, les stockent chez eux. Donc les bouteilles ça, ils les récupèrent au point de vente, ils les stockent en palox au lieu de production et moi je passe avec le camion récupérer plusieurs palox d'un coup. Oui, donc ce que je dis, je ne gère pas les retours des consommateurs. Étant donné voilà, que je laisse chaque producteur, chaque brasseur récupérer lui-même les bouteilles, je n'influe pas sur le choix de savoir si la consigne, s'il préfère mettre une consigne ou s'il préfère partir sur un retour volontaire. Alors, je ne sais pas après ce que ça va donner au niveau légal. Comme vous l'avez mentionné, c'est bien 20 centimes de consigne hein, sur les bouteilles de 75. Voilà. Donc, moi, en tout cas, voilà, ça, je ne gère pas, étant donné que vraiment, quand je propose juste la prestation de lavage. Et donc, je viens chercher les bouteilles, je les traite toutes. Celles qui restent, c'est à peu près, grosso modo, on arrive à la fin. Le nombre de bouteilles récupérées correspond au nombre de bouteilles lavées, livrées. S'il en reste, parce que ça ne fait pas exactement une palette, eh ben, je les garde de côté et je les comptabilise pour la prochaine livraison. Alors, pour ce qui est du lavage, si on peut parler du nettoyage, c'est la prochaine slide, s'il vous plaît. J'ai pas la main. Merci. Donc pour l'instant, encore une fois, ce que je disais, c'est que c'est un projet entre guillemets test, c'est-à-dire que la machine a une capacité de nettoyage relativement, c'est intéressant, mais c'est quand même réduit. Donc vous voyez, j'ai mis une photo, c'est remplissage manuel. Donc pendant qu'il y a un cycle qui est lavé, il y en a un autre qui peut être déchargé puis pour être mis sur rack de séchage. Et il y a une première vérification donc visuelle pour tout ce qui est objet solide qui pourrait rester bloqué, notamment des capsules, ça arrive, ou des fissures dans la bouteille. Ensuite, alors juste rapidement sur le nettoyage, c'est une machine classique, c'est-à-dire qu'il y a un pré-rinçage à l'eau froide. Ensuite, c'est en circuit formé avec une solution d'eau alcaline chaude, donc on est à 75-80 degrés. Ça tue tout, vraiment, elles sortent, elles sont vraiment propres.
Et le dernier, attendez, et la dernière opération, donc ensuite, si on peut passer à la slide suivante. Voilà, ensuite, elles sont palettisées. Là encore, il y a une vérification. Donc, par rapport à quand elles sont encore humides, c'est plus dur de voir. On voit les grosses fissures, les petites fissures au niveau du goulot. Ça, c'est vérifié quand elles sont palettisées. Juste, j'en parle dès maintenant. Au niveau des autres vérifications, donc la vérification chimique, ça se fait directement à l'entrepôt avec le matériel. Vérification chimique, en fait, c'est pour s'assurer qu'il n'y a pas de soude qui est restée dans la bouteille. Donc ça, c'est un test qui est fait directement. Et la vérification biologique, pardon, est fait est faite en laboratoire. Ensuite, elles sont donc palettisées par 4 étages. C'est plus pratique comme ça. C'est vrai que les verriers font plus haut au moins. Parfois, ça fait 7 étages, parfois, ça fait 6. Moi, j'ai mis 4 parce que vous allez voir par la suite, c'est dû au camion. Pour l'instant, je travaille avec un 20 mètres cubes, un utilitaire 20 mètres cubes avec haillons, donc c'est compliqué d'aller plus haut. Elles sont néanmoins gerbables, bien sûr. Les palettes et les intercalaires sont consignés et c'est de la housse thermo-rétractable comme pour les neufs, quoi. Donc ça pose pas de problème en termes de solidité et de transport de la palette de bouteilles. Alors, si on peut passer au prochain slide, merci. Oui, donc là, c'est juste pour vous donner une idée. Voilà, on peut en mettre 3 l'une sur l'autre. Ça a été pris à la brasserie Tumulte à Manière. Et voilà, au niveau de la livraison, là, sur la photo que vous voyez, c'est grosso modo le max que je peux mettre. Je pourrais en mettre 5, mais pour l'instant, le max que j'ai fait, c'est 4 palettes. Donc, on est à 3296 bouteilles. Et encore une fois, c'est ce que je... ouais, merci. Encore une fois, ouais, il y a haillon, donc je peux aller, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir un gerbeur. C'est assez pratique. Juste, je reviens là-dessus, l'idée vraiment, c'est pour limiter en fait les coûts de transport. L'idée, c'est vraiment de venir livrer quand il y a assez de bouteilles à récupérer. En sachant que en fait, dans le camion, il est possible de mettre jusqu'à 7 palox. Maintenant, j'arrive à en mettre quand même pas mal. Donc, ce qui fait que à 7 palox, donc les palox, c'est du 1,20 m par 80 en dimension, 80 cm de hauteur. En organisant bien le palox, on arrive à quasiment au-delà de 500 bouteilles par palox. Et en mettant 7, en fait, on arrive à remplir le camion pour générer 4 palettes en livraison, quoi. Donc, c'est vraiment possible de faire un circuit sans avoir à faire de transport additionnel pour aller rechercher des bouteilles additionnelles. Voilà, bah écoutez, ouais, je vais vous parler des tarifs et conditions. Donc, au niveau des tarifs, alors ouais. Alors pour l'instant, le tarif c'est 23,75 centimes hors taxe par bouteille, donc hors frais de livraison. C'est le même tarif pour tous les formats, étant donné qu'il n'y a pas d'économie spécifique pour un plus petit format. C'est pour ça, ce que je vous disais au début, c'est que c'est quand même plus intéressant pour la 75. On voit bien que la 33, ça n'aurait aucun sens dans l'état actuel des choses. Encore une fois, l'idée d'avoir une nouvelle machine et donc de faire des économies d'échelle, c'est de pouvoir proposer un tarif le plus bas et donc de rendre les plus petits formats économiquement viables par rapport aux neufs. Les frais de livraison, bah, bien évidemment, ça dépend juste de la distance et c'est dégressif en fonction du nombre de bouteilles. Il est possible de cumuler les tournées, c'est-à-dire pour diminuer les frais de livraison, de s'organiser à plusieurs brasseurs qui sont dans la même zone géographique. Et voilà, donc si j'en livre 2 à un brasseur et 2 autres à un autre dans la même zone, et bien évidemment, les frais de livraison étant dégressifs en fonction du nombre de bouteilles, vont diminuer pour les deux et ça permet à tout le monde de se retrouver. Comme j'avais précisé, donc les palettes et les intercalaires sont consignés. Ouais, merci. Alors, il y a quand même quelques conditions. Ça, c'est la partie un peu plus, j'allais dire embêtante, mais c'est vraiment il ne faut pas passer par-dessus cela parce que j'ai eu pas mal de problèmes au départ, notamment avec les étiquettes.
Alors déjà, la première condition, c'est que la bouteille, en effet, soit réemployable. C'est le cas majoritairement pour tous les brasseurs de l'UBGE. Quasiment tous, à ce que j'avais compris, étant donné qu'ils sont tous sur de la 75 belge, qui est soit vendue par AXA Glass, donc elle vient de chez Vegan Glass en Allemagne, donc elle est en effet réemployable, et celle de Veralia aussi, en l'occurrence. Donc ça, il n'y a pas de problème, mais voilà, s'il y a d'autres formats, il faut quand même s'assurer que le verrier la vend bien en tant que bouteille réemployable. Ça peut poser des problèmes, sinon il y a quand même des chocs thermiques dans la laveuse. Et le transport, que ce soit pour la ramener au centre de traitement, donc en palox, ou pour la livrer quand elle est en palette, il y a quand même un peu des chocs. Donc il faut vraiment que ce soit assez épais, que le goulot aussi, ça dépend aussi le fait que ce soit réemployable. Comme vous l'avez précisé, c'était la composition du verre, mais aussi au niveau du goulot, ça joue quand même. Sinon, le deuxième gros point, c'est vraiment les étiquettes. Donc tout ce qui est papier à coller, ça, il n'y a pas de problème parce que la solution d'eau alcaline peut aller manger la colle. Par contre, le problème peut arriver quand on utilise l'auto-adhésive. Il faut vraiment s'assurer que la référence demandée chez l'imprimeur est compatible avec le lavage. Et en plus de ça, c'est pas juste la référence, il faut aussi que le design global compatible, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'étiquette soit trop grosse, il ne faut pas qu'elle aille englober toute la bouteille, par exemple. Il faut, dans la mesure du possible, éviter les aplats. Bon, ça, c'est encore discutable, mais par exemple, il faut éviter absolument les dorures et tout ce qui est ce genre de... quand ça donne un aspect métallique, ça aussi, il faut éviter. Enfin, c'est pas qu'il faut éviter, ça marchera pas, en fait, parce que ça bloque vraiment, ça bloque les pores du papier et ça empêche l'action du produit pour qu'elle s'enlève. Et elle s'enlève vraiment pas. C'est pareil, le fait de rajouter du vernis sur une étiquette adhésive, même si elle est hydrosoluble, le fait de rajouter du vernis va vraiment rendre l'étiquette impossible à détacher. Pour s'assurer en effet d'un fonctionnement optimum, d'ici l'année prochaine, je suis en train de réfléchir pour pouvoir mettre vraiment une icône de réemploi à ajouter sur l'étiquette. Comme ça, il y aura quelque chose d'un peu entendu, enfin quelque chose de global pour tous les acteurs de la Lorraine, enfin pour tous les brasseurs de Lorraine, pour qu'on puisse reconnaître quelles bouteilles sont réemployables et lesquelles ne le sont pas. Pour l'instant, chaque brasseur a sa propre indication. Ouais, donc de manière générale, ouais, non, juste pour revenir sur les... Enfin, vous n'êtes pas obligé de repasser le slide, oui. C'était pour les étiquettes, pour les personnes, pour les brasseurs intéressés. Le plus simple, c'est encore une fois, soit d'en parler avec son imprimeur, soit de me contacter directement parce que maintenant j'ai pris contact avec plusieurs imprimeurs qui peuvent en effet proposer des étiquettes et un design compatible avec le réemploi. Alors, ouais, c'est bon, on peut passer la dernière grande condition, c'est encore une fois le stockage. Donc, compte tenu de la manière dont je procède, donc en reprenant des palox entiers, c'est-à-dire qu'il y a la nécessité, en effet, pour les brasseurs d'avoir une place de stockage pour pouvoir garder les palox entre deux passages, entre deux livraisons, quoi. En sachant que les bouteilles doivent éviter d'être dehors ou en tout cas directement sans protection, par exemple au soleil notamment, ou à la pluie. Donc faut éviter de les poser dehors sans protection. Juste la raison, c'est que en réalité, même les cols hydrosolubles, même si on a tout bien fait pour l'étiquette, les UV font que la colle se polymérise et même avec une étiquette qui normalement devrait s'enlever, le fait de la mettre au soleil et de laisser la bouteille aux éléments extérieurs rend l'étiquette n'est plus enlevable. Et oui, évidemment, bien sûr, l'autre condition, c'est de s'assurer que les bouteilles récupérées dans la palox sont en effet des bouteilles compatibles, d'où l'intérêt d'avoir une icône ou un logo qui le spécifie. Sinon, voilà, juste un point rapide. L'idée, c'est... Ouais, merci. L'idée, c'est aussi d'imposer au point de retour
des affiches. Donc ça, c'est pareil, ça, je fournis ça aux clients, c'est des affiches pour même expliquer au consommateur la marche à suivre, notamment voilà, éviter de mettre la capsule, éviter d'utiliser la bouteille en tant que cendrier. Tout ça, ça pose problème ensuite pour le lavage, soit parce que ça peut rendre en fait la bouteille impossible à laver, ou pire, entre guillemets, de mon point de vue, c'est que ça peut polluer le bain de soude, et ça, c'est vraiment un problème. Donc voilà, il y a une petite communication à faire, c'est pas grand-chose, c'est des petites affiches. Et voilà, instruction minimale à destination des consommateurs. Voilà. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante, Madame Fréninger, s'il vous plaît? Ouais, bah voilà, donc oui, donc l'idée, c'est encore une fois, c'est le dernier slide, oui. L'idée, c'est de s'arranger au préalable en termes de fréquence détournée. Ça va dépendre donc des volumes et du niveau de retour. Comme j'ai expliqué, plus il y a de retour, plus les volumes sont, plus les tournées sont fréquentes. En sachant qu'il y a un dernier point à prendre en compte, c'est qu'entre le moment où je m'arrange avec un client potentiel sur le fonctionnement et le moment où il y a les premières livraisons, il peut se passer quand même un peu de temps, parce que déjà, il faut se mettre d'accord sur les étiquettes. Ensuite, il faut que les brasseurs commandent les étiquettes compatibles avec le réemploi. Et ensuite, seulement là, quand les premiers retours des bouteilles avec étiquette arrivent, il peut se passer 6 mois, 1 an. Donc, pour les brasseurs intéressés, je pense que c'est le plus intéressant, c'est de me contacter vraiment en amont, quoi. Juste le dernier point, ce sera ça. Ce sera, oui, donc comme je l'ai dit, l'idée, c'est d'ici l'année prochaine d'investir sur une nouvelle machine. Et donc, j'ai déjà fait une étude de marché. Plus il y a de monde qui répond à cette étude de marché, en fait, plus ça me permet de dimensionner au mieux le projet. Bon, il est déjà quand même bien dimensionné, mais l'étude est encore ouverte, et c'est le lien que vous voyez en bas du slide. Voilà, j'ai fini, c'est bon. D'accord. J'avais plus rien à Merci ajouter. Clément. Ok, donc voilà, ça c'est le lien où vous les brasseurs, vous pouvez répondre à ce questionnaire pour permettre d'approcher plus précisément l'étude de marché. Donc globalement, avec tout ce qui vient de nous être présenté et ce que nous avons vu précédemment, le slide suivant donc vous présente les facteurs clés de succès pour la mise en place de consumo sûrs en vue de réemploi. Alors il y a tout un chapitre, bien sûr, qui va concerner l'emballage lui-même, les systèmes logistiques, l'intérêt d'avoir effectivement un coût réglementé, mais bon, on y est. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je mets en place mon propre système ou est-ce que je passe par un prestataire qui va me permettre de mutualiser les flux? On a bien vu que du coup, il fallait prévoir du stockage. N'oubliez pas que ce stockage va être mouvant en fonction de la saisonnalité du produit, bien sûr. Et n'oubliez pas que ce stockage doit être protégé de façon à ne pas contaminer davantage les bouteilles sales et de ne pas recontaminer les propres, bien évidemment. Donc tout ça fait aussi que avec le marquage des bouteilles, on peut avoir une traçabilité, ce qui sera quand même aussi intéressant. Et le principal souci d'un point de vue sécuritaire et sanitaire sera d'avoir un lavage efficace de les emballages qui vont être réutilisés. Alors, bien sûr, partir sur un projet de ce genre a comme conséquence d'envisager des investissements. Alors ici, je vous ai mis ce que disait Météor, mais bon, on est déjà dans des grandes quantités, hein, puisque on nous parle ici d'un chiffre d'affaires d'environ 40 millions d'euros de chiffre d'affaires pour rien que du réemploi et qui nécessite bien sûr une ligne d'embouteillage bien particulière avec une laveuse très conséquente et qui, nous dit-on, s'il fallait refaire une telle ligne aujourd'hui, c'est un investissement de 3 à 8 millions. Alors bien sûr ici, on est dans les très grandes unités. Par contre, ce qui est intéressant à signaler de la part de Météor, c'est de montrer qu'il existe aussi des coûts récurrents, hein, en plus de l'investissement, donc qui vont être liés à la gestion du parc de bouteilles, bien sûr, et à la maintenance de la ligne dédiée, coûts récurrents estimés à environ 10% quand même du chiffre d'affaires.
Autre chose importante donc sur lesquelles on va devoir investir en compétences et en matériel, c'est si on fait soi-même le lavage des bouteilles. Donc respecter toujours un triptyque, concentration de soude en particulier, hein, température d'usage et temps de contact. C'est la combinaison de ces trois facteurs qui va vous donner l'efficacité de votre lavage. Sachant que le minimum, ça va être le trempage, mais vous n'avez pas d'action mécanique sur ce système et que l'injection va rajouter une action mécanique qui va être intéressante dans la mesure où surtout on a une injection qui va se faire avec des injecteurs rotatifs de façon à bien pouvoir nettoyer le jable et l'ensemble du fond de la bouteille. Alors, je vous ai mis là aussi, bien sûr, les sites de les références biblio et je pense que Pierre Millet, qui est notre écoute, va retrouver sa prose en quelque sorte et ses conseils qu'il vous donne en matière d'hygiène. Vous l'avez vu, le problème aussi pour donner tous les facteurs de succès pour cette opération sera le choix de vos étiquettes, le choix de la colle, le choix de l'impression de vos étiquettes. C'est aussi important, bien sûr, que le processus de lavage lui-même. Bon, je ne vais pas m'étendre sur ce que je vous ai mis là. C'est pour aller du plus simple individuel à du moyenne gamme, sur ces laveuses de bouteilles, à la main, bien sûr, avec la turbine ici. Ici, on passe déjà à 24 positions, ça va un peu plus vite. Ici, on est sur des 4000 bouteilleurs quand même. Et puis, bien sûr, au-delà, et même jusqu'à 30 000 bouteilleurs, ça existe, bien entendu. Je vous souhaite à tous des investissements de ce genre, bien sûr. Bon, petit clin d'œil au passage aussi, parce qu'il faut aussi parler des fûts en inox. On en a dit deux mots avec Sofus. J'ai repris ici quelque chose que j'ai trouvé sur Internet et qui a été mis en ligne par la brasserie Le Singe Savant, qui vous propose un schéma pour réaliser un système de lavage de deux fûts à plongeur incorporé. Donc, c'est en open source, donc c'est plutôt louable comme attitude, puisqu'il n'y a pas à payer quoi que ce soit sur le brevet. Et donc, on vous explique comment fabriquer ce système de lavage qui va permettre un lavage total des fûts à plongeur incorporé en deux exemplaires, en 5 minutes, avec nettoyage, désinfection, purge au CO2, avec des conditions qui vous sont précisées ici, soude bien sûr pour le nettoyage et acide peracétique pour la désinfection. Donc ça peut intéresser peut-être certains de monter sa propre installation de lavage de fûts. Voilà, donc on arrive à la fin de cette présentation. Vous l'avez vu, il y a des avantages et des inconvénients sur cette consignation. Quels sont les bénéfices dont on peut en dire quelques mots, bien sûr. Pour le producteur, a priori, d'après ceux qui ont déjà investi depuis un certain nombre d'années dans le système de consigne et qui ont leur logistique dédiée, autant la logistique, les livraisons, que la logistique reverse, la reverse logistique de retour. D'après ces industriels, une fois les investissements initiaux amortis, les circuits logistiques établis, les systèmes de réemploi des emballages ne seraient pas plus coûteux, nous disent-ils, que les systèmes de remplissage, de soutirage des boissons, des emballages à usage unique. Voilà ce qu'on nous dit. On n'a pas tant d'exemples non plus en France pour dire que c'est vrai, quoi. Voilà. Alors, y a-t-il un avantage économique pour les consommateurs? Je vous ai mis point d'interrogation. Pourquoi? Parce que tout va dépendre du prix de vente de cette bouteille aux consommateurs. Alors, il y a des produits de ces sociétés dont on parlait à l'instant, mis sur le marché moins cher que les bouteilles, que la bière dans les bouteilles à usage unique. Donc, le consommateur s'y retrouve et peut aussi se sentir valorisé d'un point de vue environnemental parce qu'il a fait un geste pour l'environnement avec une bouteille qui va se réutiliser. Y a-t-il un avantage économique pour les collectivités locales? Moi, j'en suis pas sûre du tout. Mais moi, je n'irai pas plus loin dans cette discussion parce qu'on tombe très vite dans le politique. Vous le savez que la gestion des déchets reste de la responsabilité de l'État et des collectivités territoriales. Ça, on n'y peut rien. C'est comme ça.
Donc, je sais pas, hein, c'est pas sûr que ça soit une vraie économie pour eux. Et puis, encore une fois, c'est très compliqué quand en plus tout est sous-traité à des Veolia et des Suez. Ça devient assez compliqué. D'un point de vue social, vous avez vu que beaucoup des initiatives qui sont nées avec les prestataires ont créé des emplois non délocalisables du coup, et que beaucoup de ces sociétés utilisent le travail de personnes, si ce n'est en difficulté, handicapées, du moins en difficulté. Donc, ça vaut quand même la peine d'être souligné. Alors reste le grosse question. Y a-t-il un intérêt environnemental à utiliser des emballages consignés, hein, soit avec un consigne fiscal, soit avec de la gratification? En tout cas, y a-t-il un avantage environnemental à réutiliser, réemployer des emballages en verre en particulier dans le secteur de la bière? Alors, il y a un certain nombre d'analyses des cycles de vie qui ont été récemment réalisées, en particulier une qui a été réalisée en 2018 hein, sous contrôle de l'ADEME, l'Agence de développement de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, hein, sur l'analyse des cycles de vie de bouteilles, sur des entreprises qui existent avec des parcs de bouteilles consignées dédiés et dans un rayon de vente défini. Donc, ces analyses de cycle de vie concluent, vous le voyez ici, un certain nombre d'avantages concurrentiels sur l'usage de l'eau avec l'analyse des cycles de vie du consigné réemployable, l'énergie évidemment puisqu'on a pu faire fondre le verre et les émissions de gaz à effet de serre. Bon, moi, je dis simplement que, alors je conteste pas ces résultats du tout, hein, ils sont appliqués à une entreprise en particulier, Meteor, hein. Mais il n'y a pas eu que ça, il y en a eu d'autres étudiés. On est dans le cas d'entreprises bien particulières, avec des rayons de vente et des logistiques bien particulières. Et pour l'instant, on ne peut pas extrapoler ces résultats à l'idée qu'on puisse l'implanter dans l'ensemble de la France tant qu'on n'a pas un maillage complet, en tout cas c'est mon point de vue, sur la collecte et la réutilisation de ces emballages réutilisables. Donc c'est pas pour rien d'ailleurs que vous l'avez vu, la réglementation dit à condition qu'il y ait un avantage environnemental global hein, et pas seulement local, hein, puisque dans le local, on sait que ce qui impacte beaucoup hein, dans les émissions de gaz à effet de serre en particulier, c'est le transport. Hein. Donc, par contre, on doit effectivement reconnaître des avantages environnementaux à cette pratique de l'emballage réutilisable. Ça réduit l'utilisation des matières premières fossiles, en l'occurrence le sable, je vous l'ai dit. Moi, j'ai eu l'occasion de visiter l'ancienne verrerie de Saint-Gobain en Algérie. Quand vous savez qu'elle importe son sable d'Espagne, vous vous dites qu'il y a quelque chose à faire là, hein, sur protéger le sable, bien sûr. Bien sûr, ça retarde et limite donc la production de déchets globalement, sachant que ce déchet reste recyclable par définition. Hein. Peut-être que ça permettra d'éviter les décharges sauvages dans la mesure où on donne une valeur à cet emballage. Le consommateur pourrait y trouver un intérêt à la récupérer, cette valeur. Je l'espère. Hein. Je ne vais pas désespérer de nos concitoyens français. Et bien sûr, sur cette analyse de cycle de vie, pour qu'elle soit toujours favorable à l'emballage réemployable, il faudra toujours minimiser les quantités d'eau utilisées pour le lavage, la désinfection, traiter les effluents, d'autant plus, comme le disait Clément tout à l'heure, si vous avez des emballages, des étiquettes métallisées, les aluminates et l'hydroxyde de sodium, ça ne fait pas bon ménage. Hein. Donc, traiter les effluents, hein, ne jamais les relarguer dans la nature comme ça, et tendre sur des systèmes qui fonctionnent en boucle fermée. Et il reste toujours cette éternelle question qui est toujours en débat, parce que les analyses de cycle de vie sur les emballages perdus et réutilisés, moi je les ai connus dès le début de la directive de 1994, hein, c'est pour vous dire. En tant qu'Institut français de l'emballage, on avait fait des études pour l'ADEME et on arrivait toujours à buter à quelque part quelque chose qui dit qu'un emballage, qu'il soit lourd ou qu'il soit léger, quand il est vide, au-delà de 300 km, l'impact des émissions de gaz à effet de serre au-delà de 300 km devient presque rédhibitoire. Donc voilà, ce que l'on peut dire sur l'environnement reste à suivre, encore une fois, ça ne veut pas dire du tout
que ça ne soit pas favorable dans des conditions bien particulières, comme c'est démontré, je vous le disais, dans ce rapport de l'ADEME de 2018, que vous pouvez trouver d'ailleurs sur le site internet de Zero Waste. Et je crois que vous le retrouvez aussi dans le site du réseau Consigne. Il est mis dans la bibliographie, donc les ressources disponibles. Là, vous retrouvez les liens pour accéder à ces rapports et ces analyses de cycle de vie. Voilà, je pense qu'on est arrivé au bout de ce tour d'horizon sur l'avenir possible de la consigne et du réemploi en brasserie. Bien sûr, je vous remercie pour votre attention. J'imagine qu'il y a peut-être des questions et là, je vais repasser la parole à Franck pour voir s'il y en a, tout en espérant que très vite, on puisse continuer à débattre de tout ça autour d'un monde de vie à l'extérieur. Voilà, Franck, peut-être peux-tu reprendre le flambeau sur les questions et voir si, bien sûr, moi-même, Clément et d'autres intervenants, bien sûr, pourront répondre à ces questions. Oui, je te remercie. Oui, Annette. Je vais d'abord prendre la parole, si tu le souhaites, Pierre. Donc, pour indiquer que Harmonie Cordier est bien présente pour représenter HOC Consigne. Quelques points particuliers, donc des informations complémentaires par rapport à ce que tu as dit. A priori, il existerait des étiquettes réutilisables qui éviteraient donc le problème du lavage au niveau des bouteilles. Normalement, certains brasseurs ont déjà mis en place des retours sans consigne, alors qu'il existait déjà une consigne au préalable. Ils ont tout autant de retours actuellement que s'il existait des consignes. Au niveau également, donc, il existe l'association Collab FUT qui fait à peu près le même travail que ce FUT que tu as présenté. Au niveau des questions, maintenant, une première question, c'est avons-nous une idée du nombre de rotations admises pour une bouteille de 33 centilitres jusqu'à sa fin de vie? On pourra en débattre. Moi, je dirais entre 10 et 15 rotations. Mais la question la plus difficile, c'est comment peut-on connaître le nombre de rotations d'une bouteille lors des retours? Là, ça paraît finalement difficile à mettre en place. Autre question d'ordre général, le recyclage peut-il avoir une action sur la déforestation en plus du dérèglement climatique? Mais là, ça dépendra, je pense, essentiellement de la matière première. Et une dernière question, les palettes VMF ne sont pas actuellement recyclées. Est-ce que cela est vrai ou pas? A priori, ce sont des palettes qui servent au transport des bouteilles. Il semblerait qu'il existe un membre du pool, donc c'est à voir avec le verrier s'il peut recycler ces palettes ou pas. Je peux répondre sur les palettes VMF. Oui. Donc les palettes VMF, il y a beaucoup de verriers qui les consignent. En fait, souvent les brasseurs ne font pas spécialement attention et en fait ils découvrent en épluchant un peu leurs factures dans les détails qu'elles sont consignées à environ 8 €. C'est le parti qu'a pris également HOC Consigne, puisqu'on va partir sur des palettes verriers également. Pour rester dans les pratiques qui se font classiquement. Et voilà. Donc Clément, si je ne me trompe, les verriers en général les consignent également autour de 8 €. Et derrière, elles peuvent être reconditionnées, réparées et remises en circuit. Donc elles vont peut-être pas forcément être recyclées comme on entend recyclage, c'est-à-dire broyées, etc. Elles vont plutôt être aussi réparées et remises en circuit jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus, quoi. Voilà. Oui. Tout à fait. C'est la grosse différence entre le recyclage et la réutilisation, hein, tout à fait. Clément, c'est le même tarif chez vous sur la consigne des palettes? Moi, je l'ai mis à 10 € parce que j'en ai acheté des semi-lourdes. Donc c'est en fait, mais c'est pas des VMF, c'est les classiques 1 mètre par 1 mètre 20. Il n'y a pas la VMF, il y a une espèce de rebord. Et en effet, les VMF ils sont spécifiques verriers, mais aujourd'hui, il y a plein de verreries qui livrent directement c'est EPAL, quoi. Ou c'est Euro, je sais plus. Enfin, elle est vraiment carrée, 1 mètre par 1 mètre 20, quoi.
Donc, je pense qu'il y aurait intérêt, à un moment de la passation de la commande, de demander que ça soit livré sur des palettes classiques, entre guillemets, et non pas verrières, de façon à ce qu'elles puissent rentrer dans un système plus large, hein, parce que vous renvoyez pas vos bouteilles au verrier. Hein, donc, c'est peut-être à préciser sur les commandes. C'est à moi la question ou c'est parce que pour moi Non, j'ai c'était une remarque. Je ne sais non pas parce si que c'est j'allais le cas dire de tous les clients que j'ai vus là, de tous les clients que j'ai, il y en a pas un qui reçoit des VMF. Hein, j'en ai jamais vu c'est encore. ça. D'accord. Voilà. Le, je sais pas, je sais que ça existe, mais j'en ai jamais vu dans le coin en tout cas. Chez les Mhm. brasseurs, hein, je veux pas. Mhm. D'accord. Il y a une question dans la En j'ai. effet, moi, Vidrala et Veralia notamment utilisent des VMF. Je sais que j'ai des brasseurs en Vidrala qui ont vraiment la palette VMF, quoi. Après, en effet, c'est peut-être pas tous non plus qui ont ce modèle-là. En tout cas, nous, on a décidé de partir sur ce modèle qui que derrière on récupère. C'est-à-dire quand on livre une nouvelle palette, on récupère la VMF vide. Donc on a vraiment l'ambition d'avoir une approche globale et donc de récupérer aussi les palettes vides pour qu'elles soient à nouveau utilisées. Oui, donc elle devient vraiment le véhicule de tous vos bouteilles entre vous et vos clients, quoi. Exactement, oui. Alors, il y avait une question sur le taux de rotation. Alors ça, c'est l'éternelle question, hein. On est à quoi? 15, 20, 30, 50? Il y en a qui écrivent. C'est bien compliqué, d'autant que, comme cela a été souligné, du moment qu'on n'a pas de marquage sur notre bouteille, on ne peut pas savoir exactement le nombre de rotations qu'elle a subi. Alors peut-être qu'on pourrait le savoir si on mettait une puce électronique sur notre bouteille, hein, et qu'on la questionne, mais bon, on n'est encore pas tout à fait prêt de mettre une puce dans le verre. Et puis, ça coûterait bien cher. Je ne vois pas trop s'il y en aurait un intérêt. Voilà, quoi. Je vois pas trop comment on pourrait savoir exactement quel est le taux, sauf avoir une bouteille qui soit particulière, hein, qui ait un design à vous et qui fasse qu'il n'y a que vous qui pouvez la récupérer. Statistiquement parlant, vous allez voir combien de fois le parc va tourner, hein, par rapport à ce que vous avez au départ et ce que vous avez livré dans l'année, et combien vous en avez cassé et qui ne sont pas revenus. Mais tout ça, c'est du statistique, hein, c'est pas. Alors, on peut faire des tests, des essais, mais les tests, étant sûrs qu'ils reprendront exactement les conditions de transport, parce que c'est là où la bouteille s'abîme. Tout choc d'une bouteille l'abîme et la rend fragile, quoi. Hein. Je ne sais pas si quelqu'un peut rajouter quelque chose sur le sujet. En effet, aujourd'hui, il n'y a pas de solution de tracking individuel des bouteilles. Je sais que c'est un sujet qui est quand même en discussion dans le réseau consigne. Donc, ça pourrait être envisagé à travers le code barre sur l'étiquette, mais ça écarte aussi toute une partie des brasseurs qui n'ont pas forcément de code barre, les petits brasseurs qui vendent en direct, etc. Je sais qu'il y a cette réflexion en cours. Nous, pour l'instant, on part pas en effet sur un tracking individuel parce que voilà, la technologie est pas encore là et ça serait un coût très élevé où on n'a pas vraiment, pour l'instant, on ressent pas vraiment l'intérêt de cette solution. En revanche, voilà, on compte faire des études statistiques, en effet, voilà, sur le général, combien on a collecté par rapport à combien est mis en marché, et donc avec ça, on arrivera à avoir une idée du nombre d'utilisations d'une bouteille, quoi. Mais je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas aller plus loin, non. Mm-hmm. Alors, il y avait une question aussi sur est-ce que finalement le recyclage peut arrêter la déforestation? Bon, moi je crois que le recyclage a surtout pour avantage deux avantages que j'ai dit précédemment. Donc, ça va diminuer le prélèvement des ressources naturelles et fossiles en particulier. Bon, dans le verre, c'est le sable, mais ça concerne surtout les emballages en plastique, par exemple. Recycler un emballage en plastique qui est produit à partir du pétrole, quand on peut le recycler, ça va éviter d'aller chercher du pétrole, quoi. Hein. Donc, on va de cette façon limiter le prélèvement sur la planète des ressources naturelles. Et puis, je le disais, le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. Donc, on génère moins de déchets
Comme l'a dit Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, quoi. La relation directe à la déforestation, je sais pas, hein, parce que en fait, ce qu'on veut d'ailleurs en Europe, hein, c'est d'avoir des procédés de recyclage qui soient économiquement et écologiquement intéressants. Donc, il faudra effectivement que ces procédés de recyclage ne génèrent pas trop de gaz à effet de serre, de CO2 en particulier, pour être moins impactant. Mais bon, encore une fois, il n'y a pas que ça, hein. Il y a le prélèvement de l'eau dans la planète, hein, ça c'est important aussi. Il y a l'eutrophisation de l'eau si on gère pas nos eaux souillées. Il y a la toxicité de certaines vapeurs qui peuvent être toxiques pour la biodiversité ou pour l'homme, hein. Bon, j'avoue que je ne sais pas trop bien répondre. L'idée quand même globalement, c'est que si le monde entier se mettait à mieux recycler, peut-être que ça rendrait certains pays plus raisonnables sur la déforestation. Mais bon, la déforestation, on la lie toujours à la pollution. Elle est aussi parce que vous avez des pays qui ont envie de produire simplement, quoi. Ils ont envie de nous envahir avec des céréales, du colza, du maïs, d'huile de palme, parce que c'est leur richesse à eux, quoi. Donc, c'est là, il faut essayer de les convaincre que la consommation à outrance n'est plus à la mode aujourd'hui et qu'elle est beaucoup plus raisonnée, notre consommation. Pierre, tu avais une question? Oui. Est-ce que la soude est inerte par rapport au verre? Alors, quand on lave des bouteilles, on solubilise du verre et ça provoque souvent des piqûres. J'ai vécu l'époque où on faisait beaucoup de consignation, hein. Cette époque-là, il y avait deux trucs qui nous interpellaient. C'était d'une part les piqûres sur les bouteilles qui, au niveau de la bière, provoquaient des moussages intempestifs sur les bouteilles consignées. Et la deuxième, c'était la fragilité des bagues. Parce que la bague d'une bouteille, finalement, lorsqu'elle est passée plusieurs fois à la boucheuse, c'est pour ça qu'on a mis tout de suite, les premiers tests qui ont été faits dans le contrôle en continu, c'était de vérifier la bague des bouteilles, hein, dans le consigné. Et ça, c'était important. D'autre part, il y a un troisième point qui est négatif, c'est dans le lavage des bouteilles, il y a un point bien précis et assez scabreux, c'est le bac d'eau tiède. Sitôt que l'on lave les bouteilles, il se pose ce problème-là de l'infection du bac d'eau tiède. Et à ce moment-là, bon, être sûr d'avoir des bouteilles qui soient stériles, même en y mettant des antiseptiques après. C'est pas évident. Alors, pour ce qui est du bac d'eau chaude, je laisserai Clément répondre certainement. Moi, je veux juste rajouter que le matériau verre est un matériau fortement inerte, hein, bien plus inerte que n'importe quel autre matériau tel que le papier carton ou les plastiques, hein. L'inertie est mesurée obligatoirement par la loi par ce qu'on appelle les tests de migration, hein. Donc, en fait, c'est des migrations, on ne peut pas en avoir zéro, il y en a un petit peu, toujours un peu. C'est des ions sodium, des ions calcium qu'on va extraire de la matrice de silice, hein, qui est une matrice très amorphe, vitreuse, donc qui est très solide, quoi. Donc, je pense qu'on peut peut-être attaquer un peu avec la soude, mais vraiment, je crois qu'il faudrait y aller suffisamment pour donner des piqûres et faire mousser. Et faire mousser, c'est ça le problème. Il faut aller voir les concentrations. Et à mon avis, le nettoyage non efficace avec des résidus à l'intérieur de la bouteille doit plus être germe de dégazage que la piqûre du verre. Alors, moi, sur les bouteilles que je lave, il y a pas de piqûre, enfin, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. L'état de qualité du verre reste le même, vraiment. Enfin, peut-être que c'est parce que sont pas assez passés au lavage. Mais par rapport au moussage, en fait, oui, j'ai dit de la soude pour simplifier, mais en fait, il y a d'autres, c'est pas des adjuvants, mais il y a d'autres additifs justement qui empêchent le moussage. C'est pas juste de la soude. J'achète ça, c'est un fournisseur en Allemagne qui vend ça, c'est ce qu'ils utilisent en Allemagne, et en effet, ça évite de mousser, ne serait-ce que dans le bac et au niveau de l'aspersion du produit. Il faut pas que ça mousse parce que ça poserait des problèmes.
ça déborderait. Et donc, au niveau du moussage, bah, il n'y en a pas. Pour ce qui est du bac, en effet, bah, l'eau tiède, c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est que si il y a par exemple trop de... Alors, il y a des filtres avant euh, pour que l'eau qui vient de passer sur la bouteille, avant de repartir dans le bac, il y a quand même des filtres. Mais en effet, s'il y a trop, par exemple, de mégots, bah, au bout d'un moment, ça pollue le bac. Et de manière générale, donc dans ces cas-là, il faut le vider puis changer l'eau du bac plus régulièrement. Normalement, je le fais au bout d'un certain nombre de bouteilles, quoi. Et ça dépend aussi de la qualité. Je sais qu'il y a certains brasseurs, je vais chercher des bouteilles de manière générale. Bah, je le vois de toute façon. Si je retrouve plein de mégots, il y en a de moins en moins parce qu'on communique plus, mais au départ, j'étais obligé de changer quasiment ouais, tous les 3-4 sessions, quoi. Mais sinon, ça tient. Et encore une fois, l'eau, moi, normalement, ça monte au moins à 80 degrés. Donc, il n'y a pas de. En tout cas, il n'y a jamais de problème, quoi. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas la laisser macérer trop longtemps, quoi. Quand je parle du bac de tête, quand je parle du bac de tête sur une laveuse, je parle du bac qui est sur la laveuse, qui est l'intermédiaire entre le flux de rinçage et le flux de lavage. Il y a un bac intermédiaire qu'on appelle le bac d'eau tiède. Et ce bac d'eau tiède est toujours sur lui-même dans une laveuse de bouteille classique. Et ce bac d'eau tiède finit toujours par être alcalinisé et il demande d'avoir un traitement particulier. Sinon, il risque d'être une source de contamination. Et c'est pour ça que le bac d'eau tiède, me paraît, a toujours été d'une façon très importante. Lorsqu'on faisait du consigné, il fallait y faire très attention. D'autre part, moi j'ai insisté aussi beaucoup sur le bac des bouteilles. Et la bac, quand vous dites qu'il faut mieux renvoyer la bouteille vide avec, sans le bouchage, à condition que ce ne soit pas des bouteilles, d'une part, avec une bague vis, auquel cas il faut la renvoyer, avec la vis dessus, d'une part, et puis d'autre part, sur une pousseuse de bouteille couronne en particulier, les pressions qui sont mises dessus font que ça casse beaucoup. Hein. Et il faut faire attention à ça. C'était le point négatif, surtout de la consignation. Avec le tri que ça nécessite au démarrage, la consignation était catastrophique de ce côté-là. D'autre part, en ce qui concerne les bacs de solutions détergentes, actuellement, on sait recycler à l'infini une solution détergente. Depuis les travaux de Pochard, on sait le faire. Ça, il n'y a aucun problème. On peut recycler un bac de solutions détergentes à l'infini. Je confirme. Ouais. On prévoit d'utiliser cette technologie de récupération du... À condition de le filtrer et de récupérer la validité. Juste pour revenir sur le bac d'eau tiède, aujourd'hui il existe des machines qui analysent en continu cette partie-là des eaux et qui du coup vont vidanger soit automatiquement, soit faire une alerte pour une vidange manuelle, dans le sens où c'est l'opérateur qui enclenche, appuie sur le bouton vidange afin de repartir sur un bac propre. Il y a une solution. Aujourd'hui, il y a quand même des technologies, il y a quand même des machines qui permettent d'automatiser et de s'assurer que il n'y ait pas de résidus, qu'il n'y ait pas d'infection au sein de la machine. Je pense que la technologie est quand même de notre côté aujourd'hui sur le sujet. Alors, moi, il y a quelque chose que je voudrais rajouter pour le lavage de ces bouteilles consignées, c'est la possibilité d'avoir un traitement de surface qui est attaqué sur l'extérieur. Donc, d'avoir une bouteille qui va perdre un peu de sa brillance et qui va peut-être nécessiter, pour le coup, parfois, de refaire un traitement de surface extérieure, des silicones ou autres. Et là aussi, il y a des prestataires qui font ça. Finalement, c'est une pulvérisation de silicone sur l'extérieur. Bon, ça n'a pas de conséquences sur la qualité du produit à l'intérieur de cette bouteille, puisqu'on parle du traitement de surface extérieure, mais visuellement parlant, ça peut être un handicap vis-à-vis du consommateur, qui se dit cette bouteille est usée, elle est vieille, elle n'est pas propre, et ainsi de suite. Ça, c'est Chevaux propose ça, pardon. Pardon? Je disais, non, je revenais juste sur la pulvérisation. Je sais que Chevaux propose ça dans son
à Beaune, c'est comme ça qu'ils procèdent, quoi. Oui, Ils font en effet la pulvérisation. d'accord. Franck, y a-t-il d'autres questions? Moi, je voudrais Non, ajouter non, un point. non, il Un point existe des particulier bien questions, précis. mais les réponses ont Je été données directement sur le chat. D'accord. Pierre? voudrais, je voudrais faire une remarque bien précise. À l'époque où la consignation était la règle, il y avait une conséquence. C'était la pasteurisation presque systématique. Quand on Oui, faisait de ça la marche consignation, ensemble, c'est vrai, ça on marche ensemble. pasteurisait Oui, oui. systématiquement. On Bah, parce pasteurisait que systématiquement. c'était une sécurité sur l'hygiène en général, la qualité sanitaire, hein, qui peut le plus, peut le moins, quoi. Oui, C'est mais vrai, c'est vrai. C'est vrai. les expériences, oui, montraient qu'il fallait pasteuriser. Maintenant, Mm. est-ce que les petits brasseurs artisans pasteurisent systématiquement? Je ne crois pas. Hein. Alors, je vois qu'il y a une question sur les bouteilles à bouchon mécanique, là. Peut-être, Clément, d'attirer l'attention sur le nettoyage de ce bouchon, quoi. Parce qu'il a des joints, ce joint finit par s'abîmer à la chaleur. Effectivement, c'est un vrai sujet, non? Oui, en effet, en fait, je pense qu'on s'était mal compris tout à l'heure quand on parlait des bagues. Moi, je pensais qu'on parlait vraiment de la bague en verre au-dessus, ce qu'on appelle aussi la bague. Tout ce qui est bouchon mécanique, en fait, j'en ai lavé quelques-unes. En fait, il faut que ce soit enlevé, hein. La laveuse les prend pas, quoi. Ça doit être traité différemment, si c'est possible de les traiter. Je pense pas que c'est certain, ça dépend des modèles, parce que j'ai compris, mais en tout cas, c'est un processus différent, quoi. Vu qu'en effet, il y a le joint, ça passerait pas. De toute façon, ça passe pas dans la laveuse, c'est pas fait pour ça, quoi. Non, et Donc, puis je en crois que effet, il faut. trop de chaleur et pour le coup, la soude elle doit attaquer le caoutchouc des Ouais, joints, hein. totalement, ouais. C'est pas fait pour, c'est un autre traitement qu'il faut. Et de toute manière, quand on en récupère, les quelques clients qui m'en ont demandé, je leur demande de l'enlever avant, quoi. Donc, soit ils le jettent, soit ils se débrouillent avec eux-mêmes. Mais en tout cas, c'est un autre process, quoi. D'accord. Et je vois que il y a quelques remarques sur le chat là, sur le taux de casse. Alors il y a il y a des personnes qui disent oui, il n'y a pas de casse, pas trop de casse, donc c'est plutôt chouette quoi. C'est que les conditions de travail sont les bonnes. Attention toujours le choc thermique hein, de la bouteille. Et Mhm. surtout si elle a été fragilisée, hein, donc on fait attention à ça. Y a-t-il d'autres choses à rajouter là-dessus? Alors, je ne sais pas si quelqu'un a apporté une réponse ou si c'était des bruits de fond. J'ai pas bien compris. Je pense plutôt que c'était des bruits de fond. Voilà. Alors, Franck, il n'y a plus de remarques, il n'y a plus de questions? Encore peut-être une dernière, nous avons parlé des bouteilles et des palettes. A priori, nous n'avons pas parlé des problèmes des intercalaires qui poseraient quand même un gros souci. Les intercalaires, donc au niveau des palettes de bouteilles. Un gros souci à quel niveau? Dans la mesure là où De Clément nous trouver dit un qu'elles sont usage ou consignées une utilisation. Hein. et qu'on a des intercalaires qui sont maintenant de plus en plus anti-glisse d'ailleurs, hein, qui vont permettre de gerber sans problème pour les transports. Donc, quel est le problème sur ces intercalaires? Ah ben, c'est de trouver un nouvel usage. Les verriers, à mon avis, les font payer. Il n'y a pas de consigne. Hein, et, ça m'étonnerait qu'ils les réutilisent. Et donc, le brasseur ne sait pas vraiment de quoi en faire. Donc, c'est Donc, l'intercalaire des verriers. on ne pose que la question. Là. C'est-à-dire que Ouais. effectivement, c'est un souci. Mais Mhm, pour mhm. l'instant, on n'a pas forcément trouvé de solution. Nous, on consigne nos intercalaires comme Clément, je crois. Donc, quand on va chercher les palettes, on récupère les intercalaires plastiques, on les consigne à 1 euro l'unité pour que ce soit incitatif également. Et voilà, on les renettoie et on remonte nos palettes avec. En général, ils sont quand même en bon état. Donc voilà, il y a un soin qui est accordé par nos clients sur les intercalaires. Donc voilà. Je sais pas Clément si tu as un retour d'expérience Non, là-dessus. idem, moi je fais la même chose, en effet.
Bon, une autre question qui vient d'arriver. Est-ce que quelqu'un connaît une étude d'analyse de cycle de vie similaire à celle effectuée par l'ADEME et Météor? Bon, pour l'instant, moi, cela ne me dit rien, mais peut-être que quelqu'un d'autre a une idée. Il y en a eu d'autres, mais beaucoup plus anciennes, en 2009, qu'on va retrouver sur les sites de l'ADEME. Mais celle de Météor est la plus récente, 2018 quand même. Alors bon, il y a aussi ça sur un autre site dont j'ai pas noté le nom, mais c'est un site hollandais et c'est une étude en anglais où on a toute une étude là-dessus. Et je pense que vous la retrouvez peut-être quand même cette étude-là aussi sur le site de Zero Waste, puisque cette ONG travaille beaucoup sur la suppression de l'emballage en général et prône plus la réutilisation que l'usage unique. Et on trouve dans leur site pas mal de références et d'enquêtes qui ont été menées et d'études. Je crois qu'il y en a une des Pays-Bas où on compare, mais bon, les Pays-Bas, c'est un pays beaucoup plus petit que nous, sûr que produire de la bière à Lille et aller la vendre à Marseille, avec un retour à vide sur 1000 km, c'est autre chose que entre Delft et Amsterdam. Mais je crois sur Zero Waste, il y a pas mal de choses, mais la plus récente reste quand même celle de Météor. Voilà. D'autres questions? Excusez-moi, bonsoir. J'ai une question par rapport à justement le nettoyage au niveau associatif. Est-ce que vous pensez que c'est possible de le faire je veux dire, si on fait 300 bouteilles, est-ce que c'est possible de le faire nous-mêmes, le nettoyage, avec les laveuses que vous avez montrées, les petites laveuses à âgées? Alors, peut-être que du coup, les entreprises qui sont déjà en place, les sociétés qui sont en place là, peuvent nous répondre par rapport, Clément, votre machine à chargement manuel, pardon, elle permet de faire quoi avec une personne? Non, mais là, en fait, là, celle que j'ai, on fait quasiment 1000 bouteilles par jour, mais c'est surtout C'est que déjà beaucoup, oui. c'est au niveau de l'investissement, c'est qu'il n'y a pas que, il y a pas que la machine, il faut tout le circuit. Enfin bon, Bien après, sûr. mais il faut tout le circuit d'eau derrière, parce qu'il faut la remettre en pression au niveau de l'eau de rinçage. Ça dépend aussi dans quel coin on est, s'il y a assez de pression, mais moi, j'ai été obligé de remettre quelque chose. Bon, il y a le circuit d'air comprimé, normalement. Oui. Je sais que certaines batteries n'en ont pas forcément. Enfin, il y a quoi d'autre? Enfin, il faut aussi les racks de séchage. Donc, c'est vrai que ça devient compliqué. Après, pour 300 bouteilles, je pense qu'on est plus dans un peu ce qu'avait Jean Bouteille à un moment, cette espèce de gros. Ça ressemble à une machine à laver, en fait. Et C'est ça, plus la laveuse en bouteille turbine à eau, celle-là, en fait, voilà, celle-là et celle-là en bas à gauche. En fait, on se dit, pour 300 bouteilles, c'est prendre un prestataire, c'est bien en termes enfin, on est sûr pour tout ce qui est hygiène, tout ça, mais est-ce que c'est possible si on met tout en place, d'utiliser ça et qu'on soit bon en hygiène? Par exemple, oui, nous, on a choisi cette fameuse laveuse de Jean Bouteille, la petite pour commencer notre lavage sur des petites quantités, avant d'investir dans une machine plus grosse qui fera 3500 bouteilles heure, donc plus comme la Comac avec donc tout un circuit, etc., très automatisé. On est parti sur cette vaisselle de la marque Meco, qui nous permet de commencer l'activité, de mettre les choses en place avant de passer sur la phase plus industrielle. Et donc, l'investissement peut être assez correct. On a dû investir dans un adoucisseur parce qu'on est dans une zone très calcaire. En termes de pression, ça gère assez tout seul. Comme c'est un lave-vaisselle, ça fonctionne comme un lave-vaisselle, c'est quand même assez autonome. Donc, voilà. Pour commencer notre activité, on est parti sur ce et ça fait à peu près 300 bouteilles heure. Voilà, donc pour vous donner une idée. Donc je pense qu'en effet, pour les brasseurs qui veulent laver à domicile, je pense qu'il y a complètement sur le marché les machines qui existent pour le faire.
Oui, et puis je crois que j'avais vu sur Internet aussi la possibilité d'adapter des lave-vaisselle pour avoir des cycles de lavage corrects pour des bouteilles. Bon, c'est peut-être un peu bricolage, mais bon, à voir si ça peut servir en tout cas de base, quoi. Mais bon, il y a de toute façon une installation quand même complémentaire à côté. Veillez toujours à la qualité de vos eaux de rinçage, hein, bien sûr. Faites attention que, effectivement, bon, à 300, si c'est de temps en temps, ça va, mais il y a un moment, vous allez rejeter beaucoup de choses dans les eaux usées, quoi. C'est pas forcément génial non plus, quoi. Voilà. D'autres questions, d'autres remarques, Franck? Non, 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 je n'ai rien à rajouter. Il n'y a Alors pas bon, eu. peut-être, pardon. À moins qu'il y ait une autre question complémentaire de la part des participants. Je crois que du coup, s'il n'y a pas, on va peut-être arrêter là la séance. Il va vous rester encore 1 heure pour profiter de ce couvre-feu reculé à 21 heures. C'est une chance, surtout que c'est pas quelqu'un que chez vous, mais voilà, enfin le soleil chez nous, quoi. Angèle, je crois que toute cette conférence a été enregistrée. Je ne sais pas comment les gens pourront réaccéder au replay. Je te repasse peut-être la main pour la conclusion, pour la fin de cette séquence. Non, non, bah la conférence pourra être revue sur le site du musée, voilà, le plus rapidement possible. Est-ce que les slides seront également disponibles? Question. Oui, je peux aussi envoyer les slides, effectivement. Oui, juste un petit mot, vous m'entendez? Oui. Oui, oui. Donc, je voulais remercier, bien sûr, en tout premier lieu, Annette qui nous a donné une conférence remarquable. Tous les participants qui ont été nombreux, ils étaient plus de 50. Bon, certains ont dû quitter un peu plus tôt, mais beaucoup ont suivi la quasi-totalité. Remercier aussi la bouteille Lorraine, hein, qui est donc une entreprise, Clément, qui tient une entreprise Lorraine, et on remercie. Et je voulais signaler qu'en principe, il sera présent dans le cadre des jeunes entreprises. Il sera présent au Salon du Brasseur les 22 et 23 octobre prochains au Parc des Expos. Donc, vous pourrez continuer cette discussion avec lui, en particulier à cette occasion. Merci à tous et bonne soirée. Bonne soirée et à bientôt, peut-être au musée, puisqu'il a rouvert ses portes aussi. À bientôt. Bientôt. Au revoir à tous. Au revoir. Salut.